Mes parents ont déclaré, tu guériras, mais l'avenir de ta sœur est une question de temps. J'étais assise dans un lit d'hôpital pendant qu'ils prenaient des selfies à la résidence universitaire de ma sœur. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je m'appelle Madeleine, j'ai 28 ans, et je n'aurais jamais imaginé que la famille puisse faire plus mal que mon tibia brisé. 2 jours après qu'un chauffard ivre ait percuté ma voiture de plein fouet, j'étais seul à l'hôpital, drogué et terrifié. Mes parents avaient choisi l'orientation universitaire de ma sœur Chloé à la place. Tu guériras, mais l'avenir de ta sœur est urgent, m'a envoyé maman par texto. Quelques heures plus tard, ils m'ont envoyé un selfie d'eux, rayonnant, à côté de la chambre de Chloé, légendée, si fière de notre petite fille qui commence son voyage. Ce moment a tout changé. J'ai décidé que leur priorité avait besoin d'un sérieux ajustement. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant oublié de votre famille. Croyez-moi, ce qui va suivre vous montrera exactement comment j'ai transformé la trahison familiale en un électrochoc que mes parents n'ont jamais vu venir. En grandissant, Chloé et moi existions dans des univers différents malgré le partage du même foyer. J'étais celle qui respectait les règles, la responsable qui maintenait une moyenne de 20/20, ne manquait jamais l'heure de rentrée et aidait à préparer le dîner sans qu'on le lui demande. Chloé, 3 ans plus jeune, opérait selon des règles entièrement différentes. Elle était la boute en train, le papillon social qui pouvait se tirer de n'importe quel pétrin avec un rire et une excuse rapide. Chloé est juste pleine de vie, disait maman. Quand ma sœur rentrait 2 heures après le couvre-feu, elle se cherche. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant 6 mois pour m'acheter un ordinateur portable d'occasion pour mes travaux scolaires. Quand Chloé a eu 16 ans, nos parents l'ont surprise avec un MacBook Pro 9, car elle en avait besoin pour sa passion de la photographie. Le schéma était établi très tôt, Chloé recevait, moi je gagnais. Ma remise de diplôme du lycée tombait le même week-end que le tournoi de football régional de Chloé. Devinez à quel événement mes parents ont assisté. J'ai reçu mon diplôme avec seulement ma grand-mère âgée dans le public, tandis que mes parents acclamaient l'équipe de Chloé à 3 régions de distance. Nous sommes tellement désolés, Madeleine, a dit papa au téléphone ce soir-là, sans avoir l'air désolé du tout. Mais ce tournoi pourrait amener des recruteurs universitaires, a remarqué Chloé. Ta remise de diplôme n'est qu'une cérémonie. Tu as quand même eu ton diplôme, non? Malgré cette négligence constante, j'ai excellé. J'ai travaillé pendant mes études universitaires avec une aide financière minimale de mes parents, obtenant des bourses et prenant des quarts de nuit à la bibliothèque du campus. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et décroché un poste de physiothérapeute à l'hôpital Sainte-Marie. L'ironie ne m'échappait pas, j'avais passé ma vie à aider les autres à guérir, tandis que mes propres blessures s'ulcéraient sous la surface. Mon appartement est devenu mon sanctuaire, un petit T2 dans une maison victorienne rénovée avec des planchers en bois et de grandes fenêtres. Je l'ai rempli de meubles d'occasion que j'avais amoureusement restaurés, de plantes qui prospéraient sous mes soins et de livres qui m'ont apporté la sagesse que mes parents ne m'ont jamais donnée. Chaque objet représentait quelque chose que j'avais gagné par mes propres efforts. Pendant ce temps, Chloé a abandonné 3 programmes universitaires différents, chaque fois entraînant des réunions de famille larmoyantes où mes parents la rassuraient qu'il était normal de trouver sa voie. Chaque programme s'accompagnait de nouveaux équipements, de nouveaux logements, de nouvelles dépenses, le tout couvert par nos parents. Lorsque j'ai souligné la disparité lors d'une de ces réunions, ma mère a en fait dit, Chloé a besoin de plus de soutien, Madeleine, tu as toujours été si indépendante. Comme si mon indépendance avait été un choix et non une nécessité. Pourtant, je maintenais la paix familiale. Je me présentais aux fêtes, me souvenais des anniversaires et écoutais les histoires interminables de mes parents sur les dernières aventures de Chloé. J'ai conduit 3 heures pour aider Chloé à déménager d'appartement quand elle a décidé que l'énergie de sa colocataire était trop intense. J'ai mordu ma langue quand mes parents ont oublié mon anniversaire mais ont organisé une fête surprise élaborée pour Chloé 2 mois plus tard. La famille passe avant tout, disait toujours ma mère, bien qu'il devienne de plus en plus évident qu'à leurs yeux, Chloé était plus de la famille que moi. Je n'en voulais pas à ma sœur, pas vraiment. Chloé jouait simplement le jeu selon les règles que nos parents avaient établies. Elle avait été distribuée dans le rôle de la star, et moi, le personnage secondaire. Ce qui faisait mal, c'était la facilité avec laquelle mes parents avaient assigné ces rôles et à quel point ils les maintenaient avec obstination, même à l'âge adulte. Lorsque j'ai été promu thérapeute principal l'année dernière, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Papa a répondu, a écouté pendant environ 30 secondes, puis m'a interrompu, c'est super, ma chérie, mais je peux te rappeler?
Chloé vient de nous envoyer des photos de son voyage en Thaïlande et elles sont incroyables. Il n'a jamais rappelé. C'était ça, notre dynamique familiale, une orbite constante autour du soleil de Chloé, tandis que j'existais dans les confins froids du système solaire. J'avais accepté cette réalité si complètement que je n'attendais plus rien de différent. C'est peut-être pourquoi ce qui s'est passé après mon accident m'a frappé si durement. Même des confins les plus lointains de l'espace, on peut encore ressentir le choc d'un impact de météore. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. J'avais juste terminé un quart tardif à l'hôpital, ayant remplacé une collègue qui devait assister à la pièce de théâtre scolaire de son fils. Il était presque minuit et une légère pluie avait commencé à tomber, créant des halos autour des lampadaires alors que je marchais vers ma voiture. Je me souviens avoir pensé à m'arrêter pour faire des courses, puis avoir décidé que cela pouvait attendre le matin. Cette petite décision de rentrer directement chez moi au lieu d'aller au supermarché ouvert 24h24 m'a peut-être sauvé la vie. J'étais à 10 minutes de mon appartement, attendant à un feu rouge à l'intersection de la rue des Lilas et de la place du Marché, quand j'ai vu des phares approcher dans mon rétroviseur. Ils roulaient trop vite, zigzagant légèrement. Je me souviens avoir tendu la main vers ma ceinture de sécurité, une vérification réflexe, même si je la portais toujours. Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je n'ai jamais vu le pick-up qui a grillé le feu rouge à l'intersection. L'impact est venu du côté conducteur. Une violente explosion de métal, de verre et d'airbag. Ma voiture a tourné sur elle-même à travers l'intersection. Le monde extérieur, un flot de pluie et de lampadaires. Quand elle s'est finalement arrêtée, j'étais face à la mauvaise direction. Ma jambe coincée sous le tableau de bord froissé. La douleur a frappé quelques secondes plus tard, blanche et intense, dévorante. J'ai entendu quelqu'un crier et j'ai réalisé, lointainement, que c'était moi. Puis vinrent les voix, des passants inquiets. Quelqu'un appelant les services d'urgence, quelqu'un d'autre me disant de ne pas bouger. La pluie tombait à travers ma fenêtre brisée, se mêlant au sang sur mon jean. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Je me souviens de fragments de leur conversation alors qu'ils travaillaient à me stabiliser avant l'extraction, fracture ouverte, perte de sang significative, possibles blessures internes. Ils m'ont administré quelque chose pour la douleur et le monde est devenu merveilleusement flou. À l'hôpital, les choses se sont déroulées avec une efficacité urgente. Les scanners ont confirmé ce que les ambulanciers soupçonnaient, mon tibia avait traversé la peau, nécessitant une chirurgie immédiate. J'avais également subi 3 côtes cassées, une commotion cérébrale et de nombreuses lacérations. Avant qu'ils ne me conduisent en salle d'opération, j'ai réussi à dire à l'infirmière d'appeler mes parents. Ils seront là, me souviens-je avoir dit avec une certitude absolue. Ils viendront. L'opération a duré 4 heures, tandis que les chirurgiens orthopédiques travaillaient à reconstituer ma jambe brisée avec des tiges et des vis en titane. Quand je suis finalement sorti de l'anesthésie en salle de réveil, ma première pensée floue a été de chercher mes parents. La pièce ne contenait que du personnel médical et des machines. Mes parents ont-ils appelé, ai-je demandé à l'infirmière de réveil, ma voix éraillée par le tube d'intubation. Laissez-moi vérifier, ma chérie, a-t-elle dit gentiment. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec une expression douce qui m'a immédiatement donné la réponse, ils ont appelé. Ils ont dit qu'ils étaient en dehors de la ville pour l'orientation universitaire de votre sœur et qu'ils ne pouvaient pas revenir tout de suite. Ils ont demandé à être tenus informés de votre état. Les analgésiques ne pouvaient pas atteindre la douleur qui éclosait dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux, luttant contre les larmes. Plus tard dans l'après-midi, depuis mon lit d'hôpital, j'ai appelé mes parents directement. Maman a répondu au 4e coup, on entendait des rires et des conversations en arrière-plan. Madeleine, comment te sens-tu? L'hôpital a dit que l'opération s'était bien passée. J'ai été mieux, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Quand venez-vous? Une pause. Je l'ai entendu couvrir le téléphone, parlant à quelqu'un d'autre, mon père, sans doute. Quand elle est revenue, sa voix avait cette qualité artificiellement joyeuse qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles. Ma chérie, nous sommes à l'orientation de Chloé. C'est un programme de 3 jours et nous avons déjà payé l'hôtel. Tu sais à quel point c'est important. C'est sa 4e tentative à l'université et nous devons nous assurer qu'elle s'installe correctement cette fois-ci. Maman, j'ai eu un accident de voiture. J'ai subi une chirurgie majeure. Je suis seul à l'hôpital. Je sais, ma chérie, et nous sommes tellement désolés, mais les médecins ont dit que tu étais stable, n'est-ce pas?
Chloé a besoin de nous en ce moment. C'est urgent. Tu guériras, mais l'avenir de ta sœur dépend d'un bon départ ici. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Donc, vous ne venez pas? Nous viendrons dès que l'orientation sera terminée, je te le promets. Peut-être dans 3 ou 4 jours. Ton père essaie de voir si nous pouvons réorganiser certaines choses, mais Chloé est vraiment nerveuse à propos de cette nouvelle école et nous ne voulons pas l'abandonner maintenant. L'abandonner? L'ironie était comme de l'acide dans ma gorge. Je comprends, ai-je dit, même si ce n'était pas le cas. Je dois y aller. L'infirmière doit prendre mes signes vitaux. C'était un mensonge, mais je ne pouvais plus supporter d'entendre de justification. Après avoir raccroché, j'ai regardé le plafond, essayant de digérer ce qui venait de se passer. La douleur dans ma jambe pulsait au rythme de mon cœur, mais ce n'était rien comparé au sentiment de vide dans ma poitrine. Le personnel de l'hôpital a remarqué ma détresse. Mon infirmière principale, Caroline, m'a apporté des couvertures supplémentaires et s'est assise avec moi pendant sa pause. Une autre infirmière m'a aidé à appeler Amélie, une collègue qui était devenue une amie proche au cours des 2 dernières années. Amélie est arrivée dans l'heure, le visage serré d'inquiétude et de colère quand je lui ai expliqué pourquoi mes parents n'étaient pas là. C'est inadmissible, Madeleine. Sérieusement inadmissible. Ça va, ai-je dit automatiquement, la réponse que j'avais été programmée à donner toute ma vie face au comportement de mes parents. Chloé a plus besoin d'eux. Amélie m'a regardé un long moment. Non, elle n'a pas besoin de plus que toi, et ça ne va pas, elle est restée avec moi cette nuit-là, dormant inconfortablement dans le fauteuil inclinable à côté de mon lit, ne partant brièvement que pour nourrir son chat et prendre des vêtements propres. Elle m'a aidé à me laver le visage, m'a apporté de la vraie nourriture pour compléter les repas de l'hôpital et m'a fait rire malgré tout. C'est ce que la famille fait réellement, m'a-t-elle dit en me peignant mes cheveux emmêlés le lendemain matin. Ils sont là. Le lendemain fut un flou de gestion de la douleur, de visites de médecins et des premières tentatives de mouvement, atroces. Le chirurgien orthopédique m'a expliqué que si l'opération avait été un succès, ma convalescence serait longue et difficile, 6 semaines sans appui, suivies de mois de physiothérapie. En tant que physiothérapeute moi-même, je savais exactement ce qui m'attendait, la progression douloureuse, les reculs, la lente reconstruction de la force et de la fonction. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était d'y faire face essentiellement seul. Mes parents ont appelé ce soir-là, un bref point où ils ont pu parler de la chambre de Chloé et des activités d'orientation que de mon état. J'ai répondu à leurs questions mécaniquement, trop fatigué pour ressentir quoi que ce soit. Elle rencontre des gens tellement intéressants, s'est enthousiasmée maman. Sa colocataire vient de Marseille et joue du violoncelle. C'est bien, ai-je dit, regardant la perfusion goûter dans mon bras. Et le campus est magnifique. Sa chambre est récemment rénovée avec ses adorables petits box d'études dans les couloirs. J'ai fermé les yeux. Je suis contente qu'elle aime ça. Nous l'emmenons faire du shopping demain pour les fournitures de dortoir. Elle a besoin de tellement de choses. Un mini réfrigérateur, de la nouvelle literie, une lampe de bureau. Je n'ai pas pris la peine de mentionner que j'avais aussi besoin de choses, de l'aide pour me laver, une assistance pour la gestion de la douleur, un soutien émotionnel. À quoi bon? Après l'appel, j'ai essayé de dormir mais n'ai pas pu. La nuit s'étirait sans fin, ponctuée par les prises de signes vitaux et l'administration d'analgésiques. Je suis resté éveillé, fixant les ombres sur le plafond, écoutant le bip des machines et les voix occasionnelles dans le couloir. Le message est arrivé à 10h23 le lendemain matin. Mon téléphone a retenti avec une notification de message de ma mère. Je l'ai ouverte, m'attendant peut-être à une mise à jour sur le moment où il pourrait me rendre visite. Au lieu de cela, j'ai trouvé une photo. Mes parents et Chloé, tous trois rayonnant devant l'appareil photo, debout dans ce qui était clairement une chambre universitaire. Chloé faisait un signe de paix. Mon père avait son bras autour de ses épaules et ma mère tenait une bannière, future étudiante. La légende disait, si fière de notre petite fille qui commence son voyage. J'ai fixé l'image, incapable de digérer ce que je voyais. Il n'y avait aucune mention de moi, aucune reconnaissance que leur autre fille était allongée dans un lit d'hôpital avec une jambe brisée et une commotion cérébrale. Juste une célébration, comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance au-delà de la 4e tentative de Chloé à l'université. Quelque chose s'est brisé en moi alors. Quelque chose de fondamental qui se fissurait depuis des années mais avait tenu bon grâce à une pure détermination. L'infirmière m'a trouvé sanglotant de manière incontrôlable. Le téléphone toujours serré dans ma main,
mon corps tremblant si violemment que mon attelle de jambe claquait contre la barrière du lit. Ils ont dû me sédater. Quand je me suis réveillé des heures plus tard, Amélie était de retour, son expression un mélange d'inquiétude et de fureur à peine contenue. Elle m'a tenu la main pendant que je lui expliquais ce qui s'était passé, lui montrant le selfie qui m'avait finalement brisé. J'ai toujours su que j'étais en deuxième position, ai-je murmuré. Mais je ne pensais pas que je ne signifiais rien. Non, tu n'es pas rien, a dit Amélie fermement. Tu signifies tout pour beaucoup de gens, juste pas pour eux, et c'est leur perte. J'ai fait défiler des années d'incidents similaires stockés dans ma mémoire, mes parents manquant ma remise de diplôme universitaire parce que Chloé avait eu un léger accrochage la nuit précédente, eux oubliant mon 30e anniversaire mais organisant une fête surprise élaborée pour les 27 ans de Chloé, mon père écourtant mon appel téléphonique à propos d'une promotion parce que Chloé envoyait des photos de vacances. Ça a toujours été comme ça, ai-je dit, ma voix creuse. Quand j'ai eu besoin d'un appareil dentaire adolescente, ils m'ont fait trouver un emploi pour payer la moitié parce que c'était cosmétique, mais ils ont payé l'intégralité du traitement orthodontique de Chloé l'année suivante sans poser de questions. Quand je suis entré à l'école de physiothérapie, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas aider avec les frais de scolarité parce qu'ils étaient financièrement à l'étroit, puis ont acheté une voiture à Chloé le même mois. Amélie a écouté, son visage devenant de plus en plus troublé. Madeleine, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que les parents font. C'est ce que mes parents font. Eh bien, ils sont nuls, a dit Amélie sans embâche. Et tu mérites mieux. L'assistante sociale de l'hôpital est passée cet après-midi-là, inquiète de mon état émotionnel. Le docteur Moreau était une femme bienveillante aux yeux doux qui s'est assise à côté de mon lit et a simplement écouté pendant que je déversais 30 ans d'être l'enfant la moins favorisée. Ce que vous décrivez est un schéma de traitement différentiel de longue date, a-t-elle dit quand j'ai finalement été à court de mots. Ce n'est pas rare dans les familles, mais cela ne le rend pas moins nocif. J'ai tellement essayé de m'en accommoder, ai-je dit, d'être la personne la plus mature. C'est peut-être le moment de prioriser votre propre bien-être, a-t-elle suggéré. Établir des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Limite, ai-je répété, goûtant le mot. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que j'étais autorisé à avoir des limites avec mes parents. Plus tard cette nuit-là, après que les infirmières eurent baissé les lumières et que l'hôpital se fut installé dans son rythme nocturne plus calme, j'ai pris une décision. J'en avais assez d'être la bonne fille qui acceptait des miettes d'attention. Assez de trouver des excuses pour le comportement de mes parents. Assez de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de me faire passer en premier. Et cela signifiait m'éloigner des personnes qui m'avaient toujours mis en dernier. 3 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. Comme mon appartement avait des escaliers et pas d'ascenseur, y rester seul était impossible. Amélie a immédiatement offert sa chambre d'amis au rez-de-chaussée. C'est la tienne aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle insisté, réarrangeant déjà les meubles pour accueillir mon fauteuil roulant et ma future déambulateur. Mes parents ont appelé le matin de ma sortie, rentrant enfin chez eux après l'orientation prolongée de Chloé, et j'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. J'ai envoyé une brève réponse par texto, sorti aujourd'hui, je reste chez une amie. Nous serons en contact quand je serai prête. Puis j'ai éteint mon téléphone. Les 4 semaines suivantes ont été entièrement concentrées sur ma guérison, tant physique que morale. Amélie m'a aidé à m'installer dans sa chambre d'amis, qu'elle a transformée avec de petites touches pour que je me sente chez moi, mon plaid préféré ramené de mon appartement, des fleurs fraîches sur la table de nuit, une pile de livres que je voulais lire. Avec l'aide d'Amélie et l'assistance d'une infirmière à domicile qui me rendait visite 3 fois par semaine, j'ai navigué les défis du début de la convalescence, les bains de toilette maladroits, les exercices douloureux, la frustration de la dépendance. En tant que physiothérapeute, je savais exactement ce dont mon corps avait besoin pour guérir. Mais le vivre directement était humiliant. À la 2e semaine, je me suis sentie assez forte pour rallumer mon téléphone. Les notifications étaient submergantes, 27 appels manqués de mes parents, plus de 40 messages textes, plusieurs messages vocaux et même des emails. Le ton a évolué de simples nouvelles à une inquiétude de plus en plus frénétique. Madeleine, rappelle-nous quand tu verras ça. Pourquoi ne réponds-tu pas? Nous sommes inquiets. Ce n'est pas ton genre. S'il te plaît, réponds. Nous sommes très inquiets. Si nous n'avons pas de nouvelles de toi bientôt, nous devrons appeler l'hôpital. Madeleine, ce n'est plus drôle. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement nous ignorer. Je les ai tous lus, mais n'ai répondu à aucun.
Chloé avait également envoyé plusieurs messages, ces messages plus hésitants, « Salut ma sœur, comment te sens-tu? Maman et papa ont dit que tu ne leur répondais pas. J'espère que tu vas bien. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Madeleine, je suis vraiment inquiète pour toi. S'il te plaît, fais juste savoir à quelqu'un que tu vas bien. À Chloé seulement, j'ai envoyé une brève réponse, je suis en sécurité physique et en convalescence. J'ai besoin d'espace de maman et papa en ce moment. Ce n'est pas à ton sujet. Elle a répondu immédiatement, je comprends. Prends le temps dont tu as besoin. Je t'aime. C'était la première indication que Chloé n'était peut-être pas entièrement aveugle au comportement de nos parents. Alors que le silence persistait, les messages de mes parents devinrent de plus en plus désespérés. Ils contactèrent l'hôpital, qui ne put fournir d'informations en raison des lois sur la confidentialité. Ils appelèrent mon lieu de travail, ou ma responsable, que j'avais briefé sur la situation, les informa poliment que j'étais en congé maladie et leur suggéra de respecter ma vie privée. La 3e semaine, ils se présentèrent à la porte d'Amélie. Je me reposais dans la chambre quand j'entendis la sonnette, suivie de la voix de ma mère. Amélie s'y était attendue. Nous avions discuté de la possibilité et avions un plan. Je lui ai envoyé un message depuis la chambre, je ne veux pas les voir. Amélie géra la situation parfaitement. Elle sortit, fermant la porte derrière elle pour les empêcher de regarder à l'intérieur ou de tenter d'entrer. Madeleine est en sécurité et en convalescence, l'entendis-je dire fermement. Elle n'est pas prête à vous voir pour l'instant et à demander de l'espace. Nous sommes ses parents, protesta mon père, sa voix montant. Nous avons le droit de la voir. Non, vous n'avez pas, répondit calmement Amélie. Madeleine est une adulte qui a demandé de l'intimité pendant sa convalescence. Je respecte son souhait et je vous demande de faire de même. C'est ridicule, dit ma mère. Madeleine, ma chérie, nous savons que tu nous entends. Nous avons fait tout ce chemin. La voix d'Amélie resta stable, faire tout ce chemin maintenant ne change rien au fait que vous n'étiez pas là quand elle avait le plus besoin de vous. Madeleine vous contactera quand elle sera prête. S'il vous plaît, ne revenez pas sans prévenir. Ce n'est pas utile à sa convalescence. Ils partirent à contre-cœur, mais non sans que ma mère n'appelle à travers la porte, ce n'est pas ton genre, Madeleine. Nous ne comprenons pas pourquoi tu fais ça. C'était là le problème. Ils ne comprenaient pas. N'avaient jamais compris comment leur comportement m'affectait. Tout en maintenant mon silence avec mes parents, je me suis concentré sur le renforcement de mon réseau de soutien. Des collègues de l'hôpital ont organisé une chaîne de repas. Ma voisine a arrosé mes plantes et a ramassé mon courrier. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'ont contacté après avoir entendu parler de l'accident. Et beaucoup sont venus avec une aide pratique ou simplement leur compagnie. J'ai découvert que j'avais construit une famille choisie au fil des ans. Des gens qui se sont montrés, non par obligation, mais par une attention sincère. Cette réalisation était à la fois guérissante et déchirante. Pourquoi avais-je passé tant d'années à courir après l'approbation de parents qui me plaçaient constamment en 2e position, alors que j'avais des gens qui me mettaient en premier sans qu'on le leur demande? À la 4e semaine, je faisais de bons progrès physiques. J'étais passé du fauteuil roulant à une déambulateur pour de courtes distances et le site chirurgical guérissait bien. Ma guérison émotionnelle progressait également, aidée par des séances bi-hebdomadaires avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Que voulez-vous de votre relation avec vos parents à l'avenir, a demandé le docteur Lambert lors d'une séance. Je ne sais pas si j'en veux une du tout, ai-je admis. Mais si nous avons une relation, elle doit être différente. Ils doivent comprendre ce qu'ils ont fait et en prendre la responsabilité. Plus d'excuses. Plus de Chloé d'abord et toujours. Et s'ils ne peuvent pas faire ça? J'ai réfléchi à la question, alors peut-être qu'il vaut mieux n'avoir aucune relation qu'une relation nocive. Ce fut une révélation. La compréhension qu'aucune relation n'était préférable à une relation dommageable, même avec des parents. Le silence m'avait apporté une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Pour la première fois, je voyais ma dynamique familiale de l'extérieur, plutôt que de l'intérieur, dans le brouillard de manipulation émotionnelle dans lequel j'avais vécu pendant des décennies. Après 5 semaines de silence, je me suis senti prête à affronter mes parents. Non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que j'étais assez forte maintenant pour établir des limites sans m'effondrer. J'ai envoyé un message à ma mère, je suis prête à parler. Café sur la rue principale, jeudi à 14 h. Juste nous 3.
Sa réponse a été immédiate, nous serons là. Nous t'aimons tellement. Je n'ai pas répondu. L'amour n'était pas censé faire mal comme ça. Le café était mon choix stratégique, suffisamment public pour décourager les scènes dramatiques, suffisamment privé pour une conversation honnête, et un terrain neutre qui me donnait l'avantage psychologique de choisir le champ de bataille. Je suis arrivé 20 minutes en avance, m'assurant une table de coin avec une vue dégagée sur l'entrée. Amélie m'avait déposé, se garant à proximité avec la promesse d'être joignable par téléphone si besoin. Mes parents sont arrivés 10 minutes en avance, l'air anxieux et plus âgé que dans mes souvenirs. Les yeux de ma mère étaient gonflés, ses cheveux moins parfaitement coiffés que d'habitude. Les épaules de mon père étaient voûtées, son expression lasse. Ils m'ont repéré immédiatement et ma mère s'est précipitée vers la table. « Madeleine, Dieu merci », a-t-elle dit en tendant la main vers moi. J'ai levé une main, l'arrêtant. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Je ne suis pas prête pour les câlins. » Elle a légèrement reculé, la douleur traversant son visage, mais a obtempéré. Mon père a suivi silencieusement, tirant une chaise en face de moi. « Tu as l'air bien », a-t-il offert prudemment. « Comment va la jambe ?» Comme prévu, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. 6 semaines de physiothérapie devant moi, mais l'os se répare correctement. Nous avons été tellement inquiets, a dit ma mère, sa voix tremblante. Ne pas savoir si tu allais bien, ne pas pouvoir t'aider. Comme j'étais inquiète à l'hôpital, les jeux interrompus, me surprenant par ma franchise, ne pas savoir si ma famille allait venir, ne pas avoir d'aide quand j'en avais le plus besoin. La table est devenue silencieuse. Un barista a appelé une commande en arrière-plan. Quelqu'un a ri à une table voisine. Madeleine, a commencé mon père, nous comprenons que tu sois fâchée à propos de l'orientation, mais... Ce n'est pas à propos de l'orientation, ai-je dit calmement. C'est à propos d'une vie entière passée à être traitée comme moins importante que Chloé. L'orientation n'a été que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ma mère a secoué la tête. Ce n'est pas juste. Nous aimons nos 2 filles également. L'amour ne se mesure pas par des mots, maman. Il se mesure par des actions, et vos actions ont constamment montré que les besoins, les désirs et même les caprices de Chloé passent avant tout ce qui se passe dans ma vie, même un accident de voiture potentiellement mortel. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai affiché le selfie qu'ils avaient envoyé depuis la chambre de Chloé. Je l'ai posé sur la table entre nous. J'étais allongé dans un lit d'hôpital avec une jambe brisée et une commotion cérébrale quand vous avez envoyé ça. Aucune mention de moi. Aucune reconnaissance que votre autre fille était en crise. Juste une célébration, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Mon père a eu la décence de paraître honteux. Nous avons fait une erreur. Non, les jeux corrigés. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait à l'épicerie. C'était un choix, l'un des nombreux choix similaires que vous avez fait tout au long de ma vie. J'ai commencé à énumérer des exemples, ma voix stable malgré l'émotion derrière mes mots, la remise de diplôme manquée, la disparité dans le soutien financier, les anniversaires oubliés à côté des célébrations élaborées de Chloé, les appels écourtés pour satisfaire les besoins de Chloé. Le schéma était indéniable une fois présenté chronologiquement. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir moins aimé. L'intention n'efface pas l'impact, ai-je répondu. Une phrase que mon thérapeute m'avait offerte et qui résonnait profondément. Que vous l'ayez voulu ou non, le message que j'ai reçu toute ma vie, c'est que je comptais moins. Ce n'est pas vrai, a protesté mon père. Mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? Quand m'avez-vous déjà priorisé par rapport à Chloé? Quand mes réalisations, mes besoins, mes urgences ont-ils jamais pris le pas? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, incapable de fournir un exemple. Je ne blâme pas Chloé, ai-je continué. Elle n'a pas créé cette dynamique. Vous l'avez fait. Et vous l'avez renforcée chaque fois que vous avez tout laissé tomber pour elle, tout en vous attendant à ce que je comprenne, que je sois mature, que je gère les choses seul. Tu as toujours été si capable, a dit ma mère défensivement. Chloé avait besoin de plus d'orientation. Non. Chloé était autorisée à avoir besoin d'orientation. On s'attendait à ce que je n'ai besoin de rien. La conversation a été interrompue par l'ouverture de la porte du café. Nous avons tous levé les yeux pour voir Chloé elle-même entrer, balayant la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle nous repère. Chloé, a dit ma mère, surprise. Que fais-tu ici? J'ai demandé à Madeleine où vous vous rencontriez,
a-t-elle dit en s'approchant de notre table. J'ai pensé que je devrais être là pour cette conversation. Je ne m'attendais pas à ce développement, mais alors que Chloé tirait une chaise, j'ai réalisé que sa présence pourrait en fait aider à faire passer mon message. Madeleine était en train de nous dire ce qu'elle ressent. Nous t'avons privilégié, a expliqué mon père, avec un ton légèrement défensif. Chloé l'a regardé directement. Elle a raison. La simple déclaration est restée en suspens comme un coup de tonnerre. Quoi, a demandé ma mère. Elle a raison, a répété Chloé. Vous m'avez toujours favorisé, et ce n'est pas juste pour Madeleine. Ce n'est juste pour aucune de nous, en fait. Mes parents l'ont fixé, clairement abasourdis par cette trahison de leur enfant préféré. Je n'ai jamais voulu être la favorite, a continué Chloé. Savez-vous quelle pression cela me met? À quel point je me sentais coupable en voyant Madeleine travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance? À quel point cela me met mal à l'aise quand vous laissez tout tomber pour résoudre mes problèmes mais attendez d'elle qu'elle gère les choses seule? J'ai regardé ma sœur avec une nouvelle compréhension. Nous n'avions jamais discuté de cet aspect de notre dynamique familiale, toutes deux prises au piège dans les rôles qui nous étaient assignés. Je vous aime toutes les deux, a dit Chloé, sa voix adoucie. Mais Madeleine méritait mieux. Elle méritait des parents qui se seraient montrés pour son opération au lieu de ma stupide orientation. J'aurais très bien pu me débrouiller seul. J'ai 25 ans, pas 5. Mes parents semblaient sincèrement sans voix, jetant des regards entre nous alors que leur récit familial soigneusement construit s'effondrait. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ramenant la conversation à mes points préparés. J'établis des limites. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre relation à l'avenir, mais je sais qu'elle ne peut pas continuer comme elle l'a été. J'ai décrit mes conditions clairement, plus de comparaison entre Chloé et moi, une reconnaissance du favoritisme passé et un engagement à une attention plus équilibrée. J'ai expliqué que je limiterais le contact pendant les prochains mois, pendant que je continuerai ma guérison physique et émotionnelle. Si vous voulez reconstruire une relation avec moi, cela commence par le respect de ses limites, ai-je conclu. Pas de visites impromptues, pas de culpabilisation, pas d'attitude qui me ferait passer pour déraisonnable de me protéger. Et si nous ne sommes pas d'accord avec ces limites, a demandé mon père, le concept clairement étranger pour lui. Alors nous n'avons pas de relation, ai-je dit simplement. Je préfère n'avoir pas de parents plutôt que des parents qui continuent de me faire du mal. Chloé a tendu la main sur la table et a pris la mienne, un geste de solidarité qui m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Je soutiens Madeleine là-dedans, a-t-elle dit à nos parents. Et je vais moi aussi établir certaines de mes propres limites. Ma mère s'est essuyé les yeux, visiblement en difficulté pour digérer tout ça. Nous n'avons jamais réalisé, nous n'avons jamais eu l'intention. Je sais, ai-je dit, m'adoucissant légèrement. Mais l'impact compte plus que l'intention. Vous avez un choix maintenant. Vous pouvez rejeter mes sentiments et continuer comme avant, ou vous pouvez faire le travail difficile d'examiner votre comportement et d'apporter de vrais changements. Alors que je me levais pour partir, utilisant mes béquilles pour l'équilibre, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Quoi qu'il arrive ensuite, que mes parents se montrent à la hauteur ou non, j'avais enfin dit ma vérité. Je n'étais plus la bonne fille acceptant silencieusement des miettes d'attention. J'étais Madeleine, digne de respect, de considération et d'amour égal. Chloé m'a accompagné jusqu'à l'endroit où Amélie attendait, laissant nos parents à la table avec beaucoup à méditer. C'était courageux, a dit ma sœur doucement. C'était nécessaire, ai-je répondu. Pour la première fois de nos vies d'adultes, nous étions vraiment du même côté. Non pas en tant que concurrentes pour l'attention parentale, mais en tant que sœurs se soutenant mutuellement dans leur croissance et leur guérison. Les semaines suivant notre confrontation furent calmes. Mes parents respectèrent ma demande de contact limité, bien que ma mère envoya des messages textes occasionnels, de brèves et prudentes questions sur ma convalescence auxquelles je répondais avec une égale brièveté. Chloé, cependant, devint une présence plus constante dans ma vie, me rendant visite 2 fois par semaine pendant que je continuais ma physiothérapie et regagnais progressivement mon indépendance. Ils sont en difficulté, a-t-elle rapporté lors d'une visite, remuant du miel dans son thé à ma table de cuisine. J'étais récemment retourné dans mon appartement, naviguant maintenant avec une botte de marche au lieu de béquille. Papa est défensif. Il n'arrête pas de dire que nous exagérons. Maman pleure beaucoup, elle regarde de vieux albums photos. Sont-ils réellement en train de réfléchir ou juste de se plaindre, ai-je demandé. Chloé a réfléchi. Les deux, je pense. Maman m'a demandé hier si je sentais vraiment qu'ils nous traitaient différemment.
Je lui ai dit de compter combien de photos de chacune de nous sont exposées dans leur maison. Il y en a 27 de moi et exactement 3 de toi. J'ai ricané. A-t-elle compté? Oui. Et puis elle a pleuré de nouveau. Chloé a soupiré. Je pense qu'elle est sincèrement horrifiée maintenant qu'elle le voit. Papa a plus de mal à l'admettre. 3 mois après l'accident, mes parents ont suggéré une thérapie familiale. J'ai accepté avec prudence, fixant des paramètres clairs, je participerai à distance jusqu'à ce que je me sente à l'aise d'être dans la même pièce qu'eux, et je me réservais le droit de mettre fin à toute séance qui deviendrait manipulatrice ou improductive. Le docteur Fournier, la thérapeute familiale, était une femme directe d'une 50aine d'années qui a établi les règles de base immédiatement, pas d'interruption, pas de minimisation des sentiments des autres et un engagement à une réflexion honnête. Notre première séance fut, comme prévu, difficile. J'ai l'impression que Madeleine nous punit pour une seule erreur, a commencé mon père. Une erreur, ai-je fait l'écho incrédule. N'avez-vous rien entendu de ce que j'ai dit au café? Le docteur Fournier est intervenu, Robert, lorsque vous caractérisez votre absence pendant l'urgence médicale de Madeleine comme une erreur, vous minimisez à la fois l'événement lui-même et le schéma que Madeleine a décrit. Pouvez-vous essayer de comprendre pourquoi cela est problématique? Mon père a bougé inconfortablement. Nous avons toujours soutenu nos 2 filles. Très différemment, a interrompu Chloé. La conversation a continué dans cette veine, mes parents alternant entre défensive et reconnaissance hésitante. Ma mère a admis plus facilement que mon père qu'il y avait peut-être eu des incohérences dans leur parentalité. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire du favoritisme, a-t-elle insisté en larmes. Madeleine a toujours été si autonome, et Chloé avait besoin de plus d'orientation. Je n'étais pas autonome par choix, ai-je fait remarquer. Je suis devenu autonome parce que j'ai appris très tôt que je ne pouvais pas compter sur vous comme Chloé le pouvait. Dès notre 3e séance, de petites percées ont commencé à se produire. Mon père, encouragé par le docteur Fournier à rechercher sur les dynamiques familiales, a reconnu à contre-cœur qu'ils avaient en effet démontré un traitement différentiel. Je ne pense toujours pas que c'était aussi extrême que Madeleine le décrit, a-t-il nuancé, mais je peux voir comment cela a pu lui sembler ainsi. Ce n'est pas tout à fait une prise de responsabilité, a noté le docteur Fournier. Mais c'est un début. Lors de nos séances individuelles, le docteur Fournier m'a aidé à naviguer mes propres émotions complexes, la colère qui menaçait parfois de me consumer, le chagrin pour la relation parentale que je n'avais jamais eue, et l'espoir timide qu'un réel changement puisse être possible. Guérir ne signifie pas oublier, m'a-t-elle rappelé. Cela signifie trouver un cheminement qui honore vos besoins et vos limites. Pendant ce temps, ma récupération physique a progressé. Au bout de 4 mois, je marchais avec seulement une légère boiterie, bien que les longues distances nécessitaient encore une canne. J'ai repris le travail à temps partiel, trouvant un soutien inattendu parmi les collègues qui s'étaient ralliés autour de moi pendant mon absence. 6 mois après l'accident, mes parents ont fait un pas qui m'a surprise. Ils ont envoyé une lettre manuscrite, pas un texto, pas un email, mais une vraie lettre qui avait clairement pris du temps et de la réflexion pour être rédigée. Chère Madeleine, commençait-elle. Nous avons beaucoup réfléchi, en thérapie et par nous-mêmes. Nous voulons reconnaître, sans réserve ni excuse, que nous t'avons traité différemment de Chloé tout au long de vos vies. Nous n'avons pas célébré tes réussites avec le même enthousiasme que nous avons montré pour celles de Chloé. Nous n'avons pas fourni un soutien égal, une attention égale ou une reconnaissance égale de tes besoins. Le plus impardonnable, c'est que nous n'étions pas là quand tu avais besoin de nous après ton accident. Nous comprenons maintenant que nous avons créé une dynamique familiale où Chloé était le centre et où tu étais relégué à la périphérie. Nous n'avons pas réussi à voir comment nos actions communiquaient que tu étais d'une certaine manière moins importante, moins digne de notre temps et de notre attention. Il n'y a aucune justification à cela, et nous sommes profondément désolés pour la douleur que nous avons causée. Nous n'attendons pas de pardon, et nous comprenons que reconstruire la confiance, si tu choisis de le permettre, prendra du temps et un effort constant de notre part. Nous nous engageons à cet effort, à examiner nos comportements et nos préjugés, et à créer une relation familiale plus équilibrée où nos 2 filles se sentent également valorisées. Avec amour et un profond regret, maman et papa. J'ai lu la lettre plusieurs fois, cherchant les réserves et les excuses que j'avais appris à attendre. N'en trouvant aucune, je l'ai partagée avec Chloé et le docteur Fournier, qui toutes 2 ont convenu que cela représentait un pas en avant significatif. Ils essaient vraiment, a dit Chloé. Ils ont lu des livres sur les dynamiques familiales et le favoritisme. Papa a même rejoint un groupe de soutien en ligne pour les parents éloignés de leurs enfants adultes.
Je suis resté prudemment optimiste. Les mots étaient importants, mais les actions raconteraient la vraie histoire. Au cours des mois suivants, mes parents ont commencé à démontrer des changements concrets. Ils ont respecté mes limites sans se plaindre. Ils ont reconnu les événements importants de ma vie, envoyant des cadeaux attentionnés pour mon anniversaire et appelant pour célébrer quand j'ai été autorisé à reprendre le travail à temps plein. Plus significativement, ils ont commencé à traiter Chloé et moi avec une parité plus notable. Ils ont en fait refusé l'invitation de Chloé à l'aider à déménager d'appartement parce qu'ils s'étaient déjà engagés à dîner avec moi ce week-end-là. Ils lui ont suggéré de reporter pour le week-end suivant, ai-je dit à Amélie, encore quelque peu surprise par ce développement. Mon Dieu, a répondu Amélie éloquemment. Les cochons volants doivent migrer vers le sud pour l'hiver. J'ai ri, mais le changement était significatif. Pour la première fois, mes parents avaient priorisé un engagement envers moi par rapport aux besoins immédiats de Chloé. C'était une petite chose, peut-être, mais symboliquement significative. 9 mois après l'accident, j'ai accepté d'assister à un dîner de famille chez mes parents. C'était la première fois que j'y allais depuis avant l'accident. En entrant, j'ai immédiatement remarqué des changements. De nouvelles photos avaient été ajoutées au mur, créant une histoire visuelle plus équilibrée de notre famille. Mes réussites académiques, auparavant rangées dans des albums, occupaient maintenant des places de choix aux côtés des trophées sportifs de Chloé. Nous avons revu de vieilles vidéos et photos, a expliqué ma mère, notant mon observation. C'était révélateur de voir la disparité dans la documentation. Le dîner fut parfois maladroit, mais pas désagréable. Mes parents firent des efforts visibles pour interagir également avec Chloé et moi, posant des questions réfléchies sur mon travail et écoutant attentivement mes réponses. Après le dîner, mon père me demanda si je voulais faire une promenade avec lui, juste nous deux. Nous avons marché lentement dans leur quartier, ma boiterie occasionnelle, un rappel permanent de l'accident qui avait catalysé la remise en question de notre famille. Je veux que tu saches, a-t-il dit après plusieurs minutes de silence, que j'ai profondément honte de ne pas avoir été là après ton accident. Il n'y a pas d'excuse, et je le regretterai pour le reste de ma vie. C'était l'excuse la plus directe et sans réserve qu'il m'ait jamais offerte. Pourquoi Chloé, ai-je posé la question qui m'avait hanté pendant des années. Pourquoi était-elle toujours la priorité? Il a réfléchi, luttant clairement pour articuler quelque chose qu'il commençait seulement à comprendre lui-même. Chloé me rappelait ma sœur cadette, a-t-il finalement dit. Celle qui est morte quand j'avais 12 ans et elle 9. La même personnalité, pleine de vie, en difficulté, ayant besoin d'une orientation constante. Je pense que j'essayais de la sauver à travers Chloé. Ce n'était pas une justification, mais c'était une perspicacité qui m'a aidé à commencer à comprendre les fondements psychologiques complexes de notre dynamique familiale. Et moi, ai-je demandé. Où étais-je dans ce scénario? Tu étais si capable, si fiable, a-t-il dit. Comme j'ai essayé de l'être après la mort de ma sœur. Je pense que j'ai pris cela pour acquis, je m'y suis attendu, je l'ai renforcé. Je n'ai jamais réalisé ce que je te faisais en même temps. Nous avons marché en silence un moment, digérant cette révélation. J'essaie de faire mieux, a-t-il dit finalement. Je sais que c'est peut-être trop peu, trop tard, mais je veux que tu saches que j'essaie. Je vois ça, ai-je reconnu. Et c'était le cas. En revenant vers la maison, j'ai réalisé que si je n'étais pas prête à pardonner pleinement, j'étais prête à poursuivre le chemin vers la guérison, non seulement de ma jambe, mais aussi de ma relation avec les parents qui m'avaient blessé et qui commençaient enfin à comprendre la profondeur de cette blessure. 1 an après l'accident qui a tout changé, je me tenais dans le salon de ma nouvelle maison, une maison artisanale de 2 chambres, modeste mais charmante, avec un petit jardin et un porche parfait pour le café du matin. Je l'avais achetée entièrement seule, avec les économies accumulées au fil d'années de planification financière minutieuse et la promotion que j'avais reçue 6 mois auparavant en tant que chef de service de l'unité de physiothérapie de l'hôpital. Ma jambe avait guéri aussi bien que possible. Je marchais avec une boiterie à peine perceptible, visible seulement lorsque j'étais fatigué ou que le temps devenait froid et humide. La tige en titane resterait en permanence dans mon tibia, déclenchant les détecteurs de métaux des aéroports et servant de rappel tangible à la fois du traumatisme et de la guérison. La guérison émotionnelle avait été plus complexe mais tout aussi significative. Grâce à la thérapie continue, individuelle et familiale, de nouveaux schémas avaient progressivement remplacé les anciens. Mes parents, il faut le leur reconnaître, avaient maintenu leur engagement à changer. La transformation n'était pas parfaite, d'anciennes habitudes refaisaient surface occasionnellement, nécessitant une correction douce mais ferme,
mais la différence était indéniable. Ma mère appelait régulièrement maintenant, me posant des questions sur mon travail et écoutant réellement mes réponses. Mon père s'était intéressé à mon processus d'achat de maison, offrant des conseils pratiques sans tenter de contrôler mes décisions. Il se souvenait de mon anniversaire, célébrait mes réussites et reconnaissait mes besoins avec une constance qui me surprit parfois encore. Plus important encore, il ne plaçait plus automatiquement les désirs de Chloé au centre de chaque interaction familiale. Chloé elle-même s'était épanouie sous cette nouvelle dynamique, terminant enfin son programme de diplôme et établissant des limites plus claires pour elle-même. Notre relation en tant que sœur s'était approfondie, n'étant plus déformée par la compétition pour l'attention parentale. C'est étrange, a avoué Chloé lors de ma pendaison de crémaillère, nous étant momentanément seuls dans la cuisine. Pendant si longtemps, je me suis défini par le fait d'être leur point focal. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était limitatif jusqu'à ce que cela change. Nous étions toutes deux limitées par les rôles qu'ils nous avaient assignés, ai-je répondu en arrangeant du fromage sur un plat. Toi comme la nécessiteuse, moi comme l'invisible. Plus invisible maintenant, a-t-elle dit en me tapant l'épaule affectueusement. En effet, mon chemin vers la visibilité s'était étendu au-delà de la famille. L'expérience avait transformé ma façon d'aborder toutes les relations, professionnelles et personnelles. Je prenais plus la parole au travail, défendais mes patients avec plus de conviction et arrêtais de minimiser mes propres réalisations. Cette nouvelle confiance avait également mené à des développements inattendus dans ma vie personnelle. Le docteur Nathan Leclerc, le chirurgien orthopédique qui avait reconstitué ma jambe, m'avait invité à prendre un café 6 mois après mon dernier rendez-vous de suivi. Ce qui avait commencé comme une admiration professionnelle avait évolué en amitié, puis en romance. Nathan comprenait le traumatisme et la guérison sous des perspectives médicales et personnelles. Ayant perdu son père d'un cancer adolescent, il respectait mes limites, soutenait mon travail de guérison familiale en cours et ne me faisait jamais sentir que mes besoins émotionnels étaient pesants. « Tes parents te regardent encore », a-t-il murmuré à mon oreille alors que nous rejoignions la fête de pendaison de crémaillère. J'ai suivi son regard pour voir ma mère et mon père debout près de la cheminée, m'observant avec des expressions que j'avais rarement vues diriger vers moi pendant mon enfance, une fierté indéniable. Plus tard, après le départ des invités et que Nathan soit resté pour aider à nettoyer, mes parents s'attardèrent également, voulant clairement me parler en privé. Nathan s'excusa avec tact pour sortir les déchets, nous laissant tous les trois seuls dans mon nouveau salon. « Nous avons quelque chose pour toi », a dit ma mère en récupérant un grand paquet plat près du canapé. Un cadeau de pendaison de crémaillère. Je l'ai déballé soigneusement pour y trouver un collage encadré de photographies, des images de moi tout au long de ma vie, de la petite enfance au moins récent. Moi faisant mes premiers pas, obtenant mon diplôme de lycée et d'université, travaillant avec des patients, debout avec mon équipe à l'hôpital, des moments grands et petits que je n'avais pas réalisé avoir été capturés du tout. Nous les avons trouvés en fouillant de vieux albums et cartons, a expliqué mon père. Nous avons réalisé que nous avions documenté ta vie plus que nous ne nous en souvenions, mais nous avions gardé les preuves cachées au lieu de les célébrer. J'ai passé mes doigts sur les images, l'émotion me serrant la gorge. Il y a une lettre au dos, a ajouté ma mère doucement. Derrière le cadre, j'ai trouvé une enveloppe contenant un mot manuscrit, Madeleine, alors que tu construis cette nouvelle maison et ce nouveau chapitre de ta vie, nous voulons que tu saches que notre plus grand regret est de ne pas t'avoir pleinement vu plus tôt. La femme remarquable que tu es devenue compatissante, résiliente, intègre est un témoignage de ton caractère, pas de notre éducation. Nous sommes désolés pour chaque fois où nous t'avons fait sentir moins importante, moins valorisée, moins aimée. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous promettons d'être de meilleurs parents dans le présent et à l'avenir. Tu ne mérites rien de moins. Avec amour, admiration et profond respect, maman et papa. Je n'ai pas pu parler pendant plusieurs instants, submergé par des émotions que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Pas tout à fait le pardon, pas tout à fait la réconciliation, mais quelque chose qui s'approchait de la paix. Merci, ai-je dit finalement. Cela signifie beaucoup. Alors qu'il se préparait à partir, mon père s'est arrêté à la porte. Nous sommes fiers de toi, Madeleine. Pas seulement pour ce que tu as accompli, mais pour avoir eu le courage de nous tenir responsables. Tu nous as tous rendus meilleurs. Après leur départ, Nathan est revenu, observant mon visage maculé de larmes avec inquiétude. Ça va ? Ça vient, ai-je dit honnêtement. C'est un processus. Plus tard cette nuit-là, alors que nous étions assis sur mon nouveau Porsche, observant les lucioles illuminer l'obscurité estivale, j'ai réfléchi au cheminement de l'année passée. La douleur physique avait été atroce mais finie.
La douleur émotionnelle avait été plus profonde mais finalement transformative. J'avais perdu l'illusion réconfortante d'une famille parfaite mais en avais gagné une authentique à la place imparfaite, encore en guérison, mais réelle. J'avais découvert ma voix et appris que l'utiliser, bien qu'effrayant, pouvait mener à un changement profond. J'avais construit une vie remplie de personnes qui me valorisaient exactement tel que j'étais, non pas comme une idée après coup ou un personnage de fond fiable, mais comme la protagoniste de ma propre histoire. Ma jambe brisée s'était remise, laissant des cicatrices mais aussi de la force. Ma famille s'était fracturée et avait commencé à guérir sous de nouvelles configurations, les ruptures créant un espace pour une communication honnête et une connexion authentique. Rien n'était parfait, mais tout était plus authentique qu'avant. Parfois, les ruptures les plus dévastatrices mènent à la guérison la plus nécessaire. Parfois, il faut se briser complètement pour reconstruire quelque chose de plus fort. Et parfois, les personnes qui vous ont le plus profondément blessé peuvent, si elles sont prêtes à faire le travail, devenir les personnes qui vous aident à guérir. J'avais encore des jours difficiles où de vieux ressentiments refaisaient surface. Je maintenais toujours des limites qui auraient été impensables avant l'accident. Mais je n'étais plus défini par ce qui me manquait, l'attention parentale équivalait à la reconnaissance de ma valeur. Au lieu de cela, j'étais défini par ce que j'avais construit, une carrière d'aide aux autres, des relations basées sur le respect mutuel et le courage d'exiger mieux des personnes qui prétendaient m'aimer. Cette jambe cassée n'avait pas seulement changé ma dynamique familiale, elle m'avait libéré. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment cela a-t-il changé votre relation? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon parcours, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour entendre plus d'histoires et à partager ceci avec quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des dynamiques familiales similaires. N'oubliez pas, parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous défendre, même, et surtout, quand il s'agit de votre propre famille. Merci d'être là et je vous souhaite de la force dans votre propre parcours de guérison, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre.